Bonjour ou rebonjour à tous et à toutes pour ce nouveau panel sur Bruxelles, nouvelle puissance spatiale, avec Jean-Yves Le Gall, président du CNES, Jean-Loïc Gall, président et CEO de Thales Alenia Space, et M. Issa, qui est directeur de cabinet, qui représente la présidente de la Commission européenne. Voilà. Monsieur Isaac, le sujet mérite quelques éclaircissements. Je vous donne quelques minutes pour lancer le sujet et nous expliquer quelles sont vos ambitions dans le domaine spatial. Bonjour. Premièrement, je voudrais remercier pour cette opportunité et l'invitation qui nous a été adressée pour pouvoir parler avec des personnes, des personnalités autour de moi, si importantes pour la politique spatiale européenne, mais j'aurais pas tort à dire aussi pour la politique spatiale mondiale. Si je vois Jean-Yves Le Gall et M. Jean-Luc Gall ici, ça prouve aussi que le sujet est un sujet très important parce que la politique spatiale est très importante pour les gouvernements européens, la politique spatiale est très importante pour l'économie européenne et aussi pour les citoyens qui parfois même ne se rendent pas compte que chaque jour la politique spatiale leur donne beaucoup dans leur vie quotidienne. La politique spatiale n'était pas toujours un élément de la politique européenne parce que il faut regarder que le traité de Rome n'a pas inscrit cette politique comme politique européenne. C'est seulement au cours des années 60 et avec l'évolution des différentes organisations, d'abord pour le développement de lanceurs, ensuite aussi pour la recherche spatiale, qu'on est venu à l'Agence européenne spatiale en 1975. Mais la réalité, c'est que c'est seulement le traité de Lisbonne qui a reconnu cette politique comme une vraie compétence européenne. Et c'est pour ça, grâce à cette compétence, que Madame la commissaire Bieńkowska l'année dernière est venue avec une stratégie européenne pour l'espace, la première que l'Europe a réellement eue. Et pourquoi cette stratégie? Parce que déjà aujourd'hui, déjà dans les perspectives financières d'avant, 7 milliards ont été investis dans la politique spatiale européenne. Dans la perspective financière actuelle, nous serons vers 12, presque 13 milliards d'euros. Donc ça montre très bien que c'est une politique dans laquelle l'Europe investit énormément. Si on cumule aussi le budget européen total sur la politique, ça fait 7 milliards d'euros par an. Donc c'est énorme. Cette politique donne 230 000 de places de travail. C'est une politique aussi qui chaque jour accompagne beaucoup des actions qui sont très importantes pour l'économie européenne. Parce qu'à la fin, c'est l'investissement, c'est le développement économique qui est aussi au sein de cette politique. Notre stratégie spatiale se développe sur 3 axes, et je pense qu'il faut les mentionner parce que ces 3 axes vont déterminer aussi le futur de cette politique dans les années à venir. Premièrement, nous avons voulu créer un marché réel des données et donner l'opportunité aux compagnies d'utiliser ces données et de créer une situation dans laquelle tout le monde sait qu'il y a un vrai marché, une vraie compétitivité européenne dans le domaine spatial. Et ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser bien sûr les programmes que la Commission a développés au cours des années, des programmes de grande classe mondiale, qui est Galileo et Copernicus. Donc le programme d'observation Copernicus et le programme de positionnement satellitaire de navigation. Donc, en regardant ces 2 programmes déjà, comment on a pu faire? On crée des standards. On crée des standards dans lesquels Galileo, qui ont été annoncés déjà, où on a annoncé les services initiaux l'année dernière, montrent que bien que l'industrie aujourd'hui peut utiliser les signaux de Galileo. Si l'industrie peut l'utiliser, on doit faire de sorte que chaque nouveau téléphone, chaque future voiture connectée puisse déjà aujourd'hui utiliser entièrement ces capacités que l'Europe donne. De même pour les données qui apparaissent de Copernicus. Et là, nous sommes venus avec des programmes aussi concrets de plateformes industrielles. Des plateformes industrielles qui présentent une solution innovante, parce que ce n'est pas le cas par exemple aux États-Unis. Des plateformes qui non seulement déjà donnent des données qui sont après l'analyse, et des données qui ne doivent pas être stockées pour les compagnies, mais des données qui sont déjà analysées
et des données qui peuvent être directement utilisées par de nombreuses compagnies européennes. Donc la fixation pour créer vraiment un marché européen, c'est quelque chose qui est au sein de cette stratégie. Le deuxième axe, c'est de répondre à tous ces grands défis qui sont aujourd'hui visibles, surtout aux États-Unis. Le réutilisable, par exemple. Là aussi où on voit qu'il y a beaucoup d'investissements à haut risque. Et aussi un investissement à haut risque qui est destiné à changer l'ordre mondial en ce qui concerne le spatial. Bien sûr, l'Europe, de plusieurs causes, ne peut pas devenir les États-Unis, mais au moins, on peut essayer de créer un environnement propice aux startups avec des solutions aussi financières, de capital qui pourraient amener aussi beaucoup de compagnies, beaucoup de startups à prendre plus de risques et participer ainsi dans le gain et dans l'innovation qui peut accompagner le spatial. Donc, on a créé un fonds spécifique pour les startups, mais pas seulement pour les startups, mais aussi les startups qui veulent travailler dans l'espace. Et ce fonds commence à se développer et on regarde de manière très proche justement ces startups qui dans le futur, pour nous, sont un élément essentiel de la construction de chaînes de valeur dans l'espace. Et puis l'axe troisième, qui est juste, je pense, mis à temps maintenant, parce qu'il y a 4 jours, on vient d'annoncer le Fonds européen de la défense. Et pour nous, l'espace doit être aussi perçu de ce côté-là, de la défense. On vient d'annoncer le Fonds européen de la défense qui, par la suite, permettra aussi d'engager des fonds spécifiques pour le développement de capacités où l'espace est essentiel. Mais si on regarde déjà aujourd'hui le côté défense, il y a de bonnes choses qui se passent parce que nous avons le fameux programme SST de surveillance des collisions sur l'orbite, que déjà actif depuis juillet 2016, que nous voulons développer pour qu'il se développe aussi dans un programme capable de détecter des situations hybrides sur nos satellites. Donc tout ce qui est lié à la sécurité et aux dangers hybrides qui peuvent apparaître dans le futur. Deuxième chose, nous avons le fameux PRS, Public Regulated Services, qui donne la possibilité, et nous espérons que depuis 2019, il sera aussi actif, que tous les canaux de transmission sont protégés de manière adéquate. Donc ici aussi, l'Union européenne est active. Et finalement, nous travaillons aussi sur un concept de satellites de communication qui sont clés pour le gouvernement, pour les différentes institutions, pour avoir une communication sécurisée entre les satellites et les États membres. Donc nous voyons très bien que depuis 2014, on a créé un champ très très vaste d'applications différentes qui a 2-3 axes principaux. D'un côté, la sécurité et la défense, mais de l'autre, la compétitivité d'économie. Parce que ce qui est très important à dire, que dans le domaine spatial, aucun État membre n'est capable de le faire tout seul. Nous devons tous le faire de la position européenne. C'est pour ça nous ne pouvons que réussir en le faisant du niveau européen. Et c'est pour ça que cette politique européenne a une capacité d'obtenir un succès jusqu'à la fin. Bien sûr, il y avait beaucoup de discussions institutionnelles parce que la Commission est rentrée sur ce terrain. Donc il y a l'Agence européenne spatiale qui développe aussi beaucoup des projets très importants. Pour moi, il n'y a pas de concurrence ici. Je pense que tout le monde, tous les Européens doivent travailler en commun parce que non seulement maintenant, il y a beaucoup de défis qui sont lancés du côté de l'Amérique, comme je mentionnais avec les réutilisables, avec les microsatellites et des méga constellations de microsatellites que nous devons aussi toucher. Donc ça, c'est un signal très fort que nous devons donner ici. Mais nous avons aussi le budget européen qui va être décidé l'année prochaine. Et là, si tous les acteurs ne discutent pas main dans la main, l'Agence européenne spatiale, la Commission, les agences nationales, mais aussi tous les autres partenaires possibles, et surtout, je pense à l'industrie, il sera très difficile dans un contexte politique lié au Brexit, aux migrations, aux différents défis aussi sécuritaires,
de garantir un très bon budget. Et nous savons très bien, nous avons doublé le budget pour cette perspective financière. Donc nous espérons d'avoir un très bon budget spatial pour la future perspective financière, mais pour ça, nous avons besoin d'une coopération active de tout le monde. Et finalement, je voulais aussi mentionner la stratégie autonomique de l'Europe, parce que c'est là que tout se décide. L'Europe doit devenir autonome dans sa stratégie spatiale. C'est pour ça que nous avons très fortement soutenu Ariane 6, nous avons très fortement soutenu Vega C, parce que nous pensons que c'est ainsi que l'Europe peut vraiment poser un défi à tous les autres acteurs mondiaux. Mais nous avons besoin aussi que l'industrie pense du demain. Comment agir vis-à-vis ce défi de nouveaux acteurs comme SpaceX, comme Blue Origin, comment se positionner là. Et dernier mot de ma part, la Commission est venue ici parce que la Commission veut être un allié dans cette discussion. La Commission a gagné une nouvelle compétence, mais la Commission veut être un allié, la Commission veut être un facilitateur et la Commission veut investir dans une politique qui, pour nous, ne peut que garantir le développement économique de haute gamme et de haute innovation. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Isaac. Juste une petite précision, les questions-réponses, on ne va pas les rejeter à la fin du panel. Vous pourrez intervenir quand vous le voudrez. Juste une petite question maintenant. Vous avez dit que vous avez fortement soutenu Ariane 6 et Vega C depuis Bruxelles. En applaudissant, en souriant ou en finançant? Je pense que la question ici est très facile à répondre. La Commission travaille très fortement sur une agrégation de la demande en Europe afin de mettre sur la fiabilité de ces deux lanceurs. Donc d'un côté, il y a cette nécessité de stratégie, d'autonomie stratégique dont je parlais. De notre côté, la Commission veut assurer une demande institutionnelle qui va assurer la fiabilité de ces deux lanceurs. Monsieur Le Gall, comment vous voyez cette articulation nouvelle qu'il va falloir prendre en compte, c'est-à-dire la Commission, l'Agence spatiale européenne, les agences? Je vous pose la question parce que, compte tenu de votre expérience... Oui, non. Je pense que la montée en puissance que l'on observe de la part de la Commission est une excellente chose parce que si on regarde un peu, comme vous dites, du fait de mon expérience au cours des dernières années, l'ESA a été créé au milieu des années 70 et l'ESA est un organisme qui est à côté de la Commission, même si à quelques États membres près, il est clair qu'on a à l'ESA pratiquement les mêmes États membres qu'à la Commission. Mais l'ESA est un organisme intergouvernemental, il n'y avait pas jusqu'alors un adossement politique. Donc la Commission est venue sur le spatial d'abord par quelques programmes, Galileo, Copernicus, développés d'ailleurs en symbiose avec l'ESA, ce qui se fait sur Horizon 2020. Puis comme l'a rappelé Thomas Susak, en 2009, il y a eu le traité de Lisbonne. Et donc l'Union a à présent une compétence sur le spatial. Et je crois qu'il faut rendre hommage au fait qu'au cours des dernières années, sous l'impulsion de la commissaire Bieńkowska, eh bien, la Commission a vraiment pris en compte cette dimension politique en ne faisant plus seulement que des programmes, mais en définissant une stratégie. Et je crois qu'il faut se féliciter de la façon dont cette stratégie a été définie en 2016, puisqu'il y a eu quand même un dialogue extrêmement soutenu avec les différentes parties prenantes. On a eu le plaisir de participer à un certain nombre de réunions qui ont été pilotées par la Commission, ce qui font que le document qui est sorti, je crois que c'était le 26 octobre 2016, un document de très grande qualité qui donne une ligne stratégique claire pour ce que doit être la politique spatiale de l'Union. Alors à partir de là, les trois acteurs, c'est très facile, parce que l'Agence spatiale européenne, d'une certaine façon, met en œuvre les éléments de cette stratégie. La Commission, à moins que vous appreniez d'autres choses, mais n'a pas vocation à développer l'équivalent de l'Agence spatiale européenne. Et donc aujourd'hui, on travaille de façon, me semble-t-il, assez harmonieuse avec une commission qui a un certain nombre de programmes. Donc on a parlé de Galileo,
au passage est quand même un grand succès, de Copernicus, qui est un succès plus discret que Galiléo, mais peut-être encore plus fort, d'Horizon 2020, des programmes sur lesquels on réfléchit, l'ESA, qui mène ses programmes de son côté, mais dans ce cadre stratégique défini, bon, les agences nationales aussi, qui ont leur partition, l'industrie, et je pense qu'on va vers une politique spatiale européenne qui est de plus en plus affermie, avec des budgets qui sont en augmentation, donc ça veut dire plus de programmes, et avec aujourd'hui quand même une Europe spatiale qui est définitivement accrochée au numéro 2 mondial, derrière les Américains. Bon, après, il y a l'Europe, c'est évident. Bon, après, il y a la Chine, l'Inde, le Japon, la Russie, plus tous les émergents. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'Europe est vraiment le numéro 2 au niveau spatial. Et c'est vrai, la situation actuelle, mais c'est vrai aussi en termes de dynamique. Alors, en dépit de budgets qui sont quand même sensiblement inférieurs à ce que font les Américains, mais on a aujourd'hui une politique spatiale européenne et de façon plus générale un programme spatial européen qui est du meilleur niveau mondial. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on est numéro 1, alors qu'on a des budgets moindres qu'aux États-Unis parce qu'il y a une meilleure efficacité. Mais pour compléter le tout, on a aussi une industrie du meilleur niveau mondial avec 2 voire 3 maîtres d'œuvre en Europe qui arrivent à avoir de très grands résultats sur le marché international. Monsieur Essac a clairement expliqué quelles étaient ses ambitions avec un budget. Alors on va avoir la commission, ça je vous pose une question, c'est vraiment une question naïve, mais on va avoir la commission, l'agence spatiale, les agences nationales. Il n'y a pas un niveau, il n'y a pas une strate de trop? Je peux juste confirmer que ce que Jean-Yves Le Gall vient de dire, la Commission n'a pas d'ambition de devenir une agence spatiale. Ça, nous sommes d'accord. Mais je pense que chacun de ces organismes a un peu besoin de couvrir son champ d'application. Je pense que l'Agence européenne spatiale a vocation pour beaucoup de programmes qui ne seront jamais utilisés par la Commission, parce que la Commission se focalise vraiment sur ce qui est marché de l'espace, mais en fait, c'est l'espace, tout ce qui vient de l'espace revient à la Terre, sur la Terre et sur le marché. Donc nous regardons l'espace plutôt comme un vecteur d'investissement, vecteur de développement économique aussi. Je pense que le spectre d'action de l'Agence spatiale européenne est beaucoup plus large dans ce domaine. Et la Commission, là où elle pourra bien sûr, et où l'Agence spatiale européenne trouvera ceci nécessaire, sera un acteur aussi très actif en s'engageant dans les processus différents. Je pense que les agences nationales ont aussi une vocation très importante. Elles gardent une relation avec les États membres, avec les capitales, qui, comme je l'ai mentionné, ont certains problèmes parce que seuls ne seraient pas capables de développer de grands programmes, mais ça leur donne aussi une certaine capacité de montrer qu'elles sont très actifs dans le spatial vis-à-vis les gouvernements, vis-à-vis les électeurs. Donc c'est très important qu'elles soient là aussi. Pour moi, le plus important, c'est de créer exactement cet équilibre et de trouver cet équilibre que Jean-Yves Le Gall a mentionné qu'il est là. Donc je pense qu'il y a peut-être parfois des problèmes de reconnaître une nouvelle situation. Ce n'est pas de reconnaître la compétence de la Commission, mais de se retrouver dans une nouvelle situation où je pense après ces quelques années, on arrive là. Ce n'est pas une bataille aujourd'hui des compétences, c'est de trouver comment travailler et je pense que ce travail aujourd'hui est très bon. J'essaye simplement de comprendre comment tout cela va s'articuler, parce que vous avez cité, M. Isaac, tout à l'heure, le lanceur réutilisable. Aujourd'hui, ce serait entre l'agence spatiale et les agences nationales. Si en plus, au-dessus, vous avez, pourquoi pas, la commission, ça fait 3 niveaux. Non, M. Le Gall? Je pense qu'il y a 3 niveaux de réflexion, mais au moment de l'exécution, l'expérience montre qu'il n'y a qu'un seul niveau d'exécution. Et c'est très bien qu'il y ait plusieurs niveaux de réflexion parce qu'on peut regarder, vous avez pris l'exemple du lanceur réutilisable, je ne sais pas si c'est le plus pertinent, mais on peut regarder différents programmes avec des approches différentes, mais à un moment,
lorsqu'on met en place un programme, il y a un seul programme. Mais je n'ai pas le sentiment aujourd'hui qu'il y ait de duplication en ce que font les agences nationales, ce que fait la Commission et ce que fait l'Agence spatiale européenne. Il y a un programme Galileo, il y a un programme Copernicus, il y a un programme de lanceurs en Europe, il y a un programme scientifique qui n'est pas dans le champ d'action de la Commission. Sur l'observation de la Terre, c'est plus partagé. Sur les télécommunications, il y a des actions. Mais globalement, je pense qu'il n'y a pas de duplication. C'est peut-être aussi la clé de notre meilleure efficacité que les États-Unis, parce qu'aux États-Unis, entre la NASA, le DoD, la NOAA, d'autres agences, il y a quand même assez souvent des duplications. Il n'y en a pas en Europe. Monsieur Jean-Loïc Gall, Bruxelles, nouvelle puissance spatiale. Bonjour à tous. Avant de répondre à votre question, je voudrais féliciter Thomas pour la qualité de son français. J'aimerais pouvoir parler polonais de la même façon à Varsovie lors de conférences sur le spatial. Oui, évidemment, la réponse à votre question est oui, avec deux bémols. Je reprendrai deux mots de votre phrase. Est en passe de devenir une puissance spatiale. Non, on n'est pas en passe. L'Europe est déjà une puissance spatiale, Jean-Yves l'a dit, en donnant des chiffres. Nous étions hier à Rome, invités par la Commission européenne pour fêter le 60e anniversaire du traité de Rome. Et tout le monde était d'accord pour dire que le spatial est une des grandes réussites de l'Europe, même si le spatial n'était pas inclus dans les premiers traités européens. Donc c'est déjà une grande puissance. Jean-Yves l'a dit, numéro 2 mondial. Et j'aime à rappeler qu'avec des budgets 6 fois moins importants que les budgets institutionnels américains, avec des budgets probablement 10 fois moins importants que les budgets chinois, qu'on ne connaît pas, mais quand je vois les investissements que les Chinois font dans le spatial, que ce soit les lanceurs ou les satellites, j'imagine des chiffres de cette ampleur. Eh bien oui, l'Europe est la deuxième puissance spatiale. L'Europe met en orbite à peu près 20% en masse de tout ce qui est dans l'espace, et c'est une remarquable réussite. Et tout cela avec effectivement une population spatiale qui représente à peu près, enfin moins de 10% de la population au sens communauté spatiale, par rapport à la communauté spatiale mondiale. Dernier chiffre que je voudrais donner pour montrer que nous sommes une puissance spatiale, et c'est peut-être le chiffre le plus significatif, sur le marché compétitif, le marché mondial compétitif, nous représentons 50% de part de marché. Donc ça montre la compétitivité de l'industrie spatiale européenne. Donc nous ne sommes pas en passe de devenir, je dis nous au sens européen, parce que je me considère comme un Européen, nous ne sommes pas en passe de devenir une puissance spatiale, nous sommes une puissance spatiale. Notre objectif est de le rester et de devenir encore plus puissant, même s'il faut reconnaître, il ne faut pas être naïf, qu'il va y avoir quand même un nouvel acteur extrêmement important que va être la Chine dans les années qui viennent dans le spatial. Étant moi-même patron d'une société de satellites, je peux vous dire que je vois une évolution assez rapide ces 2 dernières années sur la présence sur les marchés justement commerciaux des Chinois, sur les satellites de télécommunication, mais aussi sur les satellites d'observation. La deuxième petite remarque que je voulais faire sur votre question, vous avez dit Bruxelles est-il en train de devenir une puissance européenne? C'est pas Bruxelles, parce qu'on dit Bruxelles, c'est toujours un petit peu, on se dit c'est un ensemble de hauts fonctionnaires à Bruxelles qui définissent une politique spatiale. Et bien justement, sur le spatial, c'est tout le contraire. Et je pense que là aussi, c'est un bon exemple pour d'autres domaines. La stratégie spatiale européenne, elle a été faite, et je remercie le vice-président Šefčovič et la commissaire Bieńkowska, de façon très inclusive et de façon très coopérative entre toute la communauté spatiale européenne. Et ils l'ont voulu comme ça.
en disant c'est pas Bruxelles qui fait une stratégie spatiale, c'est la communauté spatiale européenne qui fait une stratégie spatiale européenne. Et donc, c'est pas si facile que ça à faire d'interroger les acteurs que vous avez cités, c'est-à-dire l'Agence spatiale européenne, qui évidemment a joué un rôle fondamental par le passé, les grandes agences spatiales nationales, qui ont aussi joué un rôle fondamental depuis 30 ans pour faire ce qu'on est aujourd'hui, nous, industrie spatiale européenne, et en particulier le CNES, qui est probablement la plus grande agence européenne, et l'industrie spatiale. On aime bien être consulté par notre administration à Bruxelles pour faire cette stratégie européenne spatiale. Et c'est bien un bon exemple, en tout cas un bon départ, de montrer que c'est une communauté unie, et ça répond un petit peu à la question que vous avez posée. Y a-t-il des antagonismes entre les différents acteurs du spatial? Est-ce que c'est trop compliqué en Europe? Nous sommes l'Europe. L'Europe est un peu plus compliquée que les États-Unis sur un certain nombre de points, mais il faut le prendre en compte, et nous savons gérer cette complexité. La chose nouvelle, me semble-t-il, puisqu'on est déjà une puissance spatiale, c'est que cette stratégie européenne pour le spatial se veut un désenclavement du spatial. C'est peut-être ce qui nous manquait jusqu'alors, c'est que le spatial était un petit peu trop vivait, refermé sur lui-même et n'ayant pas assez de liens avec le reste du monde, au sens reste de l'Europe en l'occurrence. Et là, ce qu'a voulu la Commission européenne, c'est de vraiment faire un lien entre la stratégie spatiale européenne et les besoins, qu'ils soient économiques ou sociétaux, de l'Europe, tels que définis par l'Europe, que ce soit dans le domaine de la défense, de la sécurité, de la maîtrise de l'environnement, du digital divide. Je reviendrai peut-être, si vous voulez, tout à l'heure sur ces différents points. Et donc cette stratégie européenne spatiale, c'est un peu sa nouveauté, c'est de dire comment le spatial participe, est un outil totalement cohérent par rapport aux autres stratégies européennes, et comment le spatial est encore mieux utilisé par les citoyens européens dans le futur. C'est un petit peu sur le fond. La forme, c'était l'inclusion de tous les acteurs. Sur le fond, c'est la nouveauté que je vois, et je pourrais développer cela d'un point de vue pragmatique, ce que ça va changer. Et je pense que c'est une très bonne chose je emploie le mot désenclavé qui est peut-être un peu fort, mais de rapprocher le monde du spatial, qui était peut-être un monde un petit peu fermé sur lui-même, du reste du monde industriel, du reste des acteurs européens. Juste un commentaire après avoir entendu mes deux interlocuteurs. Ici, je voudrais parler d'une anecdote. Nous sommes avec la commissaire Bieńkowska, allant vers Strasbourg au Parlement juste avant l'audition au Parlement en 2014. Et on vient en fait d'apprendre que la commissaire Bieńkowska sera responsable pour la politique spatiale, parce qu'il y avait un mouvement un peu de portefeuille dû au processus de la formation de la commission. Et puis la première question que la commissaire a posée, parce qu'on a vite essayé d'établir quels seront les points généraux qu'on pourra dire au Parlement sur cette politique. D'abord, qui est responsable de tous les programmes aux États-Unis? La question, tout va vers l'armée. Si on regarde par exemple la Russie ou la Chine, aussi l'armée est très présente dans le processus. Alors la commissaire Médante est en Europe. En Europe, c'est vous, c'est l'Agence européenne spatiale, mais je dis, et l'industrie. Il faut qu'on parle à l'industrie. C'est notre premier but de parler à l'industrie pour comprendre quels sont les passages suivants à réaliser. Et ça montre très bien cette spécificité, cet élément de désenclavement. Parce que pourquoi? La politique spatiale, à la fin, sert énormément le citoyen. Parce que si on regarde aujourd'hui la politique spatiale, où est-ce qu'elle va évoluer? C'est l'environnement, c'est la connectivité des voitures, c'est l'agriculture. Donc, nous voyons très bien que déjà la stratégie, grâce à ce processus, je dirais très très démocratique,
qui n'a pas de situation semblable dans le monde, permet vraiment de tourner la politique spatiale vers les citoyens. Et je pense que c'est ça la valeur donnée, la valeur ajoutée la plus grande que nous pouvons être fiers de cette stratégie. Monsieur Jean Legal, M. Isaac a dit parler à l'industrie. Comment vous imaginez le dialogue idéal avec la Commission? Et qu'est-ce que un industriel comme Thales Alenia Space attend de la montée en puissance de la Commission? Là encore, hein, le dialogue il n'est pas bilatéral entre la Commission et l'industrie. Hein. Nous sommes, on peut dire, quatre acteurs, la Commission, l'Agence spatiale européenne, les agences nationales et l'industrie. Et le dialogue, il se fait entre ces quatre acteurs. Et il faut qu'on veille effectivement à ce que tous ces dialogues bilatéraux, multilatéraux soient totalement cohérents. Vis-à-vis du dialogue avec la Commission européenne, qu'est-ce que peut apporter effectivement cette montée en puissance de la Commission dans le spatial? C'est de regarder ça de façon segment par segment et d'être très pragmatique. Et je parlais tout à l'heure des réels besoins de l'Europe. Et je vais donner quelques exemples. Le premier, c'est celui de la défense et de la sécurité. Personne dans cette salle ne dira qu'il n'y a pas quand même des petits problèmes ou des petites inquiétudes sur la sécurité et la défense de l'Europe. Et bien évidemment, le spatial peut jouer un rôle important dans ce domaine. Il faut que, on a parlé des deux flagships passés de l'Europe que sont Galileo et Copernicus. J'espère que GovSatcom va devenir un prochain flagship extrêmement important et qui, en termes de sécurité de l'information qui est transmise, qui est utilisée par les administrations européennes, qu'elles soient militaires ou civiles, apportera quelque chose. Deuxième grand programme qu'on commence à évoquer, c'est un programme de surveillance maritime. Là aussi, en termes de sécurité de l'Europe, on sait très bien ce qui se passe aux frontières maritimes de l'Europe et il est très important de pouvoir observer de façon permanente les frontières maritimes de l'Europe. Et évidemment, seul le satellite peut le faire de façon permanente. Et j'espère que dans nos discussions futures, dans le cadre des différents exercices budgétaires, un grand programme de surveillance maritime verra le jour en Europe. Deuxième sujet, deuxième thème qui est important, nous, en Europe, nous considérons que le monitoring de l'atmosphère, la surveillance de l'atmosphère et la qualité de l'atmosphère sont des choses extrêmement importantes pour les citoyens non seulement européens mais mondiaux. Et Copernicus a déjà été un programme qui a mis sur orbite des satellites allant dans ce sens et qui apporte beaucoup d'informations sur le monitoring de notre atmosphère, hein, plus de 50% des données. Et nous sommes en train de discuter effectivement sur le fait qu'un prochain satellite de Copernicus traitera ce point de la mesure du CO2 et de la compréhension, plus que la mesure, la compréhension des phénomènes qui créent le CO2 et qui pourraient donc ralentir l'émission du CO2 ou des autres gaz à effet de serre. Troisième sujet que j'aimerais discuter avec la Commission européenne, c'est celui de ce qu'on appelle le digital divide, c'est-à-dire le fait que beaucoup de zones en Europe n'ont pas accès, n'auront pas accès demain à des connectivités Internet très haut débit, ce qui est important évidemment pour le citoyen européen, mais qui est encore plus important pour les entreprises européennes, les petites entreprises européennes, les start-up dont on parle, elles n'ont pas forcément besoin d'être installées à Paris ou à Berlin ou à Rome, et elles peuvent être dans une petite ville de
de France, de Pologne ou d'un autre pays. Et là aussi, le satellite peut jouer un rôle essentiel et peut apporter des solutions, et non pas en 2030-2035, mais dès 2020, pour que ce problème qui peut être un levier de croissance économique soit géré par le spatial. Puis un dernier point, j'en aurais eu d'autres, mais pour ne pas être trop long, un dernier point qui est un petit peu nouveau, c'est le rôle de la Commission européenne dans ce qu'on appelle la diplomatie européenne pour aider l'industrie européenne à exporter ces systèmes. Et d'ailleurs, plus on aura de systèmes européens, systèmes spatiaux européens, comme EGNOS, comme Copernicus ou comme d'autres systèmes, plus on pourra exporter des versions de ces systèmes ailleurs. On a commencé, c'est nouveau, à travailler là-dessus, puisque ma société a eu la chance, l'honneur d'être retenue par un grand pays qui est la Corée pour un système qui s'appelle SBAS, mais qui est en fait le système EGNOS européen. CAS, son nom est CAS en Corée, donc d'augmentation de la précision de la localisation des aéronefs, système EGNOS qui est utilisé, je crois, dans 250 aéroports européens aujourd'hui. Et dans cette bataille qu'on a eue, puisque c'était une bataille commerciale avec les Américains, la société Raytheon américaine, qui était soutenue par l'administration américaine, je puis vous dire que le soutien de l'administration européenne, en supplément du soutien de l'administration française, a été complètement déterminant pour que l'on gagne cette compétition extrêmement importante pour exporter un système extrêmement important développé par l'Europe. Ce premier exemple va se développer puisqu'il y a une vraie volonté de la Commission européenne de supporter l'industrie spatiale européenne à l'export. Et je crois que c'est là aussi quelque chose de nouveau dans lequel l'industrie attend beaucoup de retombées. Monsieur Le Gall. Je pense que comme cela a été dit, on voit qu'on a affaire à une vraie évolution par rapport à un système spatial qu'on a pu connaître il y a 15 ou 20 ans, qui finalement s'intéressait plus aux programmes spatiaux. Aujourd'hui, on va vers les usages. Et je crois que c'est toujours comme exemple, quand on prend un taxi ou que ce soit dans le monde, je parle de taxi, ce n'est pas toujours un jugement de valeur, ne connaissent plus le plan des villes, et donc ils programment l'adresse sur leur système de localisation, très bientôt Galileo. Et ils ne savent même plus que ça marche par satellite. Parce que parfois, lorsque ça ne marche pas, parce qu'on passe dans une rue un peu encaissée ou quelque chose comme ça, quand on explique que c'est parce qu'on n'est pas en vue du satellite, les gens sont incrédules. Donc c'est un peu la rançon de succès, mais on voit bien que l'espace est partout et je suis persuadé que, alors aujourd'hui, bon, les gens qui veulent faire du spatial pensent encore aux lanceurs ou aux satellites, mais je suis persuadé que dans 10 ans, ça sera définitivement les usages, que ce soit les applications. Alors là, vous savez, le CNES a créé une direction de l'innovation et des applications, et donc chaque jour, nous découvrons davantage d'applications dans tous les secteurs, finalement, de l'activité humaine, et ça va se répandre de plus en plus, et ça sera finalement, je crois que c'est le spatial de demain est un spatial fait d'applications. Merci. Avant de passer la parole à la salle, j'ai deux petites questions pour M. Husac et une question pour vous trois. Vous avez évoqué la défense et le marché des données. Donc je voudrais que vous m'expliquiez de quoi il s'agit. Quel rôle vous voyez pour la Commission dans des programmes de défense spatiaux? Donc pour la défense, j'ai essayé déjà de le mentionner dans ma première intervention, mais c'est le programme qui a été déjà aujourd'hui ici mentionné comme le GovSatcom, donc pour sécuriser la communication par satellite et pour donner un signal crédible, sûr, ce qui est très important si on veut parler de la défense réelle européenne.
Il n'y a aucune autre opportunité que d'avoir ce signal qui est rassurant, qu'on sait qu'il ne veut pas être un élément d'attaque hybride, par exemple. Il y a d'autres projets qui sont aussi sur la table, comme la question du SST, donc de la surveillance sur l'orbite, qui aujourd'hui est seulement limitée aux obstacles, aux résidus qui vont dans l'espace. Nous voyons une capacité dans le futur de voir aussi sur des programmes qui vont aller plus loin, par exemple, pouvant détecter des attaques sur les satellites européens, ce qui aurait changé aussi la donne et aurait totalement aussi changé la perception de la défense européenne telle qu'elle. Et d'autres sujets que nous pouvons voir, parce que l'espace et la défense ont besoin d'interfaces. Et nous pensons que non seulement la stratégie spatiale, mais de notre côté, le plan d'action pour la défense le montre très bien. On a essayé de montrer que le spatial dans la défense, c'est quelque chose qu'on doit regarder de plus près, et c'est très fortement présent dans ce plan d'action qui a été établi par la Commission le 30 novembre de l'année dernière. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est le Fonds européen pour la défense qui a été lancé il y a 4 jours, aussi est un instrument qui sera capable de financer une multitude de spécifications techniques, mais aussi de prototypes, ce qui est très important parce que c'est un marché à risque énorme et l'industrie a d'habitude le mal de rentrer dans des situations où ils n'ont pas la capacité de croire que le développement d'une capacité va se terminer par des commandes réelles. Donc c'est là où la Commission, avec le Fonds européen de la défense, veut essayer de stimuler et de prendre une partie de risque sur soi. Donc encore une fois, ici il y a des projets qui sont liés à l'espace et directement liés à la défense peuvent profiter de ce fonds. Et sur le marché de données, nous avons Copernicus et Galileo qui fournissent des centaines, des milliers de tonnes de données qui, pour nous, doivent être utilisées. Mais l'Europe, ce n'est pas de créer aujourd'hui un sentiment que l'Europe veut réserver ces données pour soi-même. Personnellement, je n'ai rien contre le fait que Google ou Amazon puissent utiliser ces données. Mais de notre côté, on voit, parce que même ça signifie pour la Commission que c'est donner une énorme valeur si Google et Amazon voudraient les utiliser. Mais je pense qu'il faut regarder le problème de notre côté. Comment faire de sorte pour aider aujourd'hui aux compagnies européennes, surtout aux startups, d'utiliser ces données si ces compagnies sont petites, elles n'ont pas de capacité énorme à gérer ces données, à les classifier. Donc, là où la Commission peut vraiment aider les sociétés, c'est de créer des plateformes, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec le programme Copernicus, Relays Academy. C'est un programme qui déjà comporte, après un certain temps, 140 membres, mais on va développer ces programmes. C'est un programme qui, en coopération avec l'industrie, classifie les données de manière à ce qu'elles soient déjà un produit qui peut être directement utilisé par les compagnies là où elles ont besoin. Donc, elles n'ont pas besoin d'activer un nombre important d'activités sur le fait de classifier les données elles-mêmes. Elles peuvent directement passer à l'action en utilisant les données qui sont déjà préparées pour eux comme un élément d'activité économique. Donc, c'est comme ça que nous voulons stimuler ces marchés en donnant déjà une opportunité directe pour les acteurs de ces marchés. Merci. Monsieur Garl, vous souhaitez apporter un... Ne pas apporter un complément, mais si vous le permettez, j'aimerais parler juste d'un point sur le rôle de l'Europe. Vous me posiez la question précédente, qu'est-ce que vous attendez de l'Europe? Je voudrais parler d'un sujet qu'on n'a pas encore évoqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, le spatial a une image extrêmement positive. On a du mal à trouver des gens qui critiquent ouvertement le spatial, et il y a beaucoup de raisons pour que le spatial, effectivement, ait une image très positive. Il y a un élément, je pense qu'il faut qu'on prenne en compte, qui pourrait à terme ternir un peu cette image positive, c'est le problème des débris spatiaux.
qui va devenir de plus en plus important dans le futur, et en particulier avec l'émergence et le développement des constellations de satellites, qu'ils soient de télécom ou d'observation. Et aujourd'hui, je trouve que tous les acteurs du spatial se regardent un peu en chien de faïence, en se disant comment on traite ce problème, puisqu'il n'est pas facile à traiter, parce qu'on le comprend très bien. Le business model, comme nous disons, nous, industrie, n'est pas évident sur le traitement de ces débris spatiaux. Et ça serait très bien, je trouve, que l'Europe, en tant que grande puissance spatiale, soit un peu leader, précurseur. Elle ne le fera pas toute seule. Je pense que les autres grandes puissances, la Chine et les États-Unis, auront leur responsabilité sur ce domaine. Mais il serait bien que l'Europe prenne une grande initiative sur comment va-t-on traiter ce problème, comment on le gère, qui finance. Et puis, il n'y a pas que le problème de financement, il y a le problème des technologies qui vont permettre de résoudre le problème et qui sont, je peux vous dire en tant qu'industriel, pas si simples que ça à régler. Donc ce point-là, il serait bien que dans les années qui viennent, l'Europe joue un rôle précurseur au monde sur ce sujet, dont on parle un petit peu, hein, mais qui va monter en puissance dans les années qui viennent. N'attendons pas d'être dans une situation qui, encore une fois, pourrait ternir fortement l'image du spatial. Monsieur Le Gall, sur les débris spatiaux, le CNES travaille sur le sujet. Le CNES travaille sur tous les sujets. Oui, mais sur celui des débris en particulier, puisque le CNES a fait voter il y a quelques années la loi sur les opérations spatiales, étant entendu que la seule façon d'éviter d'avoir des débris, c'est de ne pas ancrer les projets qu'on voit dans les bandes dessinées de quelqu'un avec un grand filet pour attraper les débris n'existe pas. Donc il faut avoir des systèmes propres, et la loi sur les opérations spatiales conduit à avoir des systèmes propres, c'est-à-dire lorsqu'on sépare les lanceurs des satellites. Auparavant, il y avait des boulons explosifs qui faisaient de la poussière, mais qui à 9 km/s évidemment fait des dégâts. Aujourd'hui, il y a des sangles, et puis surtout on a vocation à désorbiter les étages supérieurs de lanceurs. Mais c'est vrai que c'est un sujet, c'est vrai que la question des constellations de quelques milliers de satellites, si elles se font aujourd'hui, je pense que la principale difficulté pour ces constellations, c'est justement la gestion des satellites en fin de vie, et c'est un vrai sujet. Donc on a pris une initiative en France avec la LOS, il faut la poursuivre, et puis je crois que quand même il y a de plus en plus de pays dans le monde qui font attention. Chacun se souvient ce qui s'était passé avec un acte délibéré de la Chine il y a quelques années qui avait créé pratiquement autant de débris que ceux qui existaient depuis le début de l'ère spatiale. Donc aujourd'hui, les gens font attention, mais c'est vrai que si il y a des constellations qui apparaissent de quelques milliers de satellites, ça donnera une dimension nouvelle. Merci. J'ai une dernière question et je m'efface au profit de la salle. Après le Brexit, quelle place pour le Royaume-Uni dans l'Europe spatiale? C'est pour vous trois. Je vais citer ce que disait mon collègue britannique hier à Rome. Il disait que ce n'était pas parce que le Royaume-Uni pourrait quitter l'Union européenne, je cite, pourrait quitter l'Union européenne, que le Royaume-Uni allait quitter l'Europe. Et d'ailleurs, je crois que les faits sont là, puisque depuis que le Brexit est dans l'air, à l'Agence spatiale européenne, jamais le Royaume-Uni n'a été aussi actif, puisque à la conférence de Lucerne, habituellement en termes de contribution, on a le classement France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni. Là, à Lucerne, pour la première fois, on a eu France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie. Et par ailleurs, à compter du 1er juillet, pour la première fois, on aura un ressortissant britannique qui sera vice-président du Conseil de l'ESA. Donc c'est Alice Bunn, une vice-présidente d'ailleurs, avec une Polonaise
Otilia Terskaya Stroinskaya, mais donc je crois que le Royaume-Uni a toujours envie de faire du spatial, Brexit ou pas. Merci. Le Royaume-Uni continue toujours à être un acteur principal parce que le Royaume-Uni est toujours membre de l'Union européenne jusqu'à la fin des négociations. Donc ce travail est très actif. Difficile de dire aujourd'hui quel sera le résultat des négociations, mais ce qui est sûr que c'est une négociation très difficile parce que les deux côtés ont des intérêts. Donc nous pouvons seulement espérer que le spatial ne sera pas victime de ces intérêts, mais une chose est sûre que dans tous ces débats aussi, l'Europe de 27 doit garantir ses intérêts, doit défendre ses intérêts. Y a-t-il une question dans la salle? Monsieur. Oui, une question sur le vol habité. On a Thomas Pesquet qui est rentré il y a 15 jours. Bon, c'est peut-être une question qui fâche un peu. Il y a 30 ans, on prenait des décisions pour Ariane 5, pour Columbus, pour Hermès. Les États-Unis, ça fait bientôt 7 ans qu'ils sont dépendants des Russes pour envoyer leurs astronautes. Les Européens, on est dépendants des Russes. Vous n'avez pas peur qu'on ait un grave accident, une fusée Soyouz qui aille au tapis et qu'on soit privé de vol habité? Est-ce qu'il y a une réflexion au niveau des 3 strates, peut-être au niveau de Bruxelles, de se dire on remet un volet ou on en crée un sur le vol habité? Comme dit le président Le Gall, il y a beaucoup de retombées, d'innovation, de brevets au niveau médical, au niveau technologique, en rapport avec le vol habité. Je sais que le président Le Gall a défendu financièrement l'opportunité de vol de Thomas Pesquet, qui revolera peut-être tous les 4 ans. Il y a un astronaute polonais. C'était dans les années 70, c'était il y a 40 ans. Actuellement, nous sommes complètement dépendants des Russes. Moi, ça me fait peur. Hein. Nous sommes complètement dépendants des Russes. Et ne sommes-nous pas dans une situation un peu d'autosatisfaction? Dans tous les autres domaines, on est très bon. Vous dites deuxième puissance spatiale. On n'est pas capable d'envoyer un astronaute de façon indépendante. Ce sont les Chinois qui sont capables de le faire. Ce ne sont pas les Européens. Notre présence est minime. C'est vrai que par rapport à la part budgétaire de 8% sur ISS pour l'Europe, on fait des vols de 200 jours comme Thomas Pesquet, c'est extraordinaire, mais c'est quand même très dangereux. La seule fusée qui peut décoller avec des astronautes, ce sont des taïkonautes avec une fusée russe. Imaginez, là on va être probablement sur la période la plus longue où des astronautes américains seront restés 8 ans sans pouvoir décoller du continent américain. Il faut remonter à Apollo Soyouz et à la navette, c'était 6 ans. Donc, et là, ça fâche peut-être un peu, on n'a pas eu d'astronaute français depuis 9 ans. Quand Pesquet a décollé de Baïkonour, ça faisait 15 ans qu'un Français n'avait pas décollé de Baïkonour. Il faut remonter à Claudie Agnuret. Il n'y a pas de backup, c'est le seul Français. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour des recrutements futurs. Donc voilà, c'est des choses peut-être qui fâchent un peu par rapport à tous les grands succès de l'Europe. Moi, je suis un défenseur du vol habité. Je sais que M. Le Gall défend l'innovation, le vol habité, il défend l'exploration martienne. Autre chose, l'Europe, c'est la seule agence parmi les 5 très grands à ne pas avoir un projet de lanceur spatial très lourd, comme les Chinois, comme les Américains, le SLS, pour nous ouvrir tout le système solaire et nous ouvrir surtout le vol habité spatial indépendant. On a fait Airbus en Europe depuis 1970. On ne s'est pas posé la question de dire on va faire les ailes ou les moteurs d'un morceau de Boeing. Non, on s'est dit nous sommes 500 millions d'habitants, nous sommes plus nombreux que les Américains et on a 2 millions d'histoires. Le premier vol d'un avion, c'est en France. L'hydravion, même chose. L'hélicoptère, même chose. Le parachute, l'aérostation, même chose. Donc, dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'il en est? Non, je pense que vous parlez du transport habité, parce que le vol habité, on a une expertise. Voilà, du transport habité. Bon, le transport habité, ça fait partie des sujets où, à ce stade, on ne peut pas tout faire. On a déjà une panoplie d'activités considérables avec, si vous comparez les sortes de puissances spatiales, bon, la Russie, c'est l'héritage de l'Union soviétique, mais la Chine et les États-Unis, des moyens beaucoup plus conséquents que l'Europe.
Malgré ce, nous sommes présents. Côté français, on est remonté à la conférence de Luxembourg sur la station, ce qui a permis de faire voler Pesquet et le vol de Pesquet. Il y en aura d'autres derrière, bien sûr. La réponse, elle est budgétaire. On ne peut pas être présent partout. Bon, les Américains vont récupérer avec le Dragon habité une capacité d'aller sur la station l'année prochaine ou l'année suivante. On ne peut pas être partout. C'est uniquement des raisons budgétaires. Merci. Je peux que soutenir ce que Jean-Yves Le Gall vient de dire. J'ai une parfaite croyance dans l'excellence de la pensée française dans le domaine spatial. Et je pense que si aujourd'hui on pourrait imaginer qu'une telle chose se réalise, je suppose que se réaliserait dans ce pays. Mais je crois aussi, le problème, c'est de l'ambition qui est mesurée directement aux capacités. Et ça, c'est la première chose, parce que c'est pas ici, le rôle n'est pas ici de la Commission, mais parce que la Commission est au service de ses États membres. Si la volonté des États membres serait d'aller dans ce domaine avec les besoins budgétaires qui seraient répartis, je ne verrais pas de problème. C'est peut-être plutôt ma réflexion personnelle. Mais c'est vrai aussi que la Commission européenne, comme je l'ai mentionné, a plutôt vocation de regarder ce que l'espace peut nous amener sur la Terre et sur le développement économique et aux citoyens européens. Donc c'est pour ça c'est primordial aujourd'hui de voir comment tout ce que nous faisons de l'espace est perçu de ce côté-là. La Commission européenne participe à beaucoup des réflexions que l'Agence européenne spatiale mène sur l'exploration de l'espace. Donc là où la Commission a vocation de venir, là où la Commission sera demandée d'apporter son soutien, il n'y aura aucun problème de le faire. Mais je voudrais ici mentionner qu'il y a deux choses. L'une, c'est la question budgétaire et la volonté des États membres de faire certains projets. L'autre, c'est la Commission européenne qui a aussi ses certaines limites, et elle viendra là où elle sera demandée aussi à le faire. Merci. Messieurs, je vous remercie pour le temps que vous avez bien voulu nous consacrer.